nous avons un inventeur qui construit une machine à rayonnement électrique et électromagnétique capable de guérir les tumeurs cancéreuses, qui le prouve, avec le concours de médecins, de scientifiques, etc. Et non, ça ne sort pas. C'est resté dans les limbes. Et on n'y croit pas. Quand on prend connaissance de cette affaire, on est saisi. Ça n'est pas possible. Eh bien, c'est possible. La preuve, c'est même arrivé. Et ça mérite donc de faire un retour en arrière sur cette destinée extraordinaire et tragique, en fin de compte, de Prieuré. C'est ici que l'on a soigné et peut-être guéri le cancer il y a déjà plus de 25 ans. Mais revenons en 1973, lorsqu'Antoine Prior a réussi à convaincre les industriels et les plus hautes autorités de l'État de construire cette gigantesque machine chez lui, dans la banlieue de Bordeaux à Floirac. Car c'est justement à Bordeaux que se passe cette histoire, au temps où Jacques Chaban-Delmas était Premier ministre. Il est déjà un ami d'Antoine Prior et il est aussi de ceux qui croient en son génie. Il faudra plus de 2 ans pour réaliser la plus grosse des machines à guérir d'Antoine Prior. Elle sera construite avec l'aide de l'État. Elle a coûté plus de 3 millions de francs de l'époque. Mais cette mystérieuse machine sur laquelle allaient courir les histoires les plus troublantes, quelle était-elle exactement? La voilà, telle qu'elle avait été conçue dès 1957 par Antoine Prior, qui la présente ainsi. En haut, nous avons le radar, qui faisons comme l'hyperfréquence dessus. Ici, en haut, nous avons un radar de réserve en cas de panne, que nous mettons avec un guide d'onde. Dessus, que nous déplaçons avec 4 vis, c'est facile. Ici, il y a un champ magnétique traditionnel et une autre à l'intérieur horizontal. Et ici dessous, il y a la lampe qui est sorte, que nous mettons le sujet dessus des animaux, d'autres choses, comprenez, pour faire l'expérience. Si les explications d'Antoine Prior ne sont pas faciles à comprendre, voici le schéma de la machine. Et c'est la première fois que le principe de l'appareil Prior est ainsi révélé au grand public. Il s'agit d'une très grosse lampe à anode tournante dans laquelle on a fait préalablement le vide et qui reçoit des émissions radio et radar dans les hautes et hyperfréquences, tandis qu'un champ magnétique puissant agit sur la lampe. Il en résulte un plasma froid qui constitue ce que l'on a appelé le rayonnement Prior. Toute l'installation doit être protégée par une cage de Faraday qui arrête les rayons parasites. Plus de 14 paramètres différents doivent ainsi être maîtrisés pour obtenir l'effet du rayonnement d'Antoine Prior. Il est trop complexe, c'est trop compliqué. Il faut qu'il assiste ici avec moi, des mois et des mois, pour comprendre le fonctionnement de l'appareil. Parce que l'appareil est très complexe, très compliqué, et est impossible d'apprendre comme d'un jour à l'autre. Avec Prior, et dès 1963, la machine fonctionnait et de véritables expériences contrôlées allaient amener le professeur Marcel Rivière de l'Institut du cancer de Villejuif à intervenir. Alors, je me suis demandé si on ne pouvait pas amplifier cet effet. J'ai demandé à ce moment-là à Prior d'augmenter la puissance de son appareil. Bien entendu, dans cet appareil, il y a un certain nombre de facteurs, un certain nombre de paramètres. Et un des plus simples, celui sur lequel vous pouvez le mieux jouer, c'était les champs magnétiques. Les premières expérimentations qu'il avait faites étaient faites avec un champ magnétique de 320 Gauss. Il a augmenté ce champ magnétique jusqu'à 600 Gauss. Et là, dans une nouvelle série d'animaux que nous lui avions envoyés, tous les animaux sont revenus à Villejuif guéris, sans tumeur. Et on arrive alors au cas d'un monsieur Gaston R, qui est, dont le médecin diagnostique une tumeur du larynx, qui d'ailleurs prend tout de suite, dès que le diagnostic est certain, que c'est confirmé, prend rendez-vous pour son patient pour une opération dans les jours qui suivent, mais le patient n'est pas d'accord parce que c'est une opération mutilante, et il consulte un autre médecin qui a entendu parler de ce que fait Prieuré et qui lui dit « Allez donc, faites d'abord un essai avec la machine de Prieuré ». Et le Gaston R en question
soumet cette tumeur à la machine Prieuré. 2 mois plus tard, on fait les analyses. Il n'y a plus de tumeur, il n'y a plus de cancer. Alors, à partir de là, Prieuré, qui est, j'allais dire naïf, mais enfin, il n'est pas plus naïf que n'importe qui. C'est un homme de bon sens, et comme vous et moi, il se dit, bon, ben ça y est, on le sait, ça y est, allons-y. Il y a des tas de gens qui souffrent, qui meurent. N'attendons pas plus longtemps. Et, bien sûr, il comprend que lui disent naturellement ses amis. Il faut tout de même que ce soit reconnu par la communauté scientifique. Bon, oui, mais ça, pour lui, c'est une formalité. Ça n'a pas d'importance. Bon, ça peut officialiser les choses, ça peut favoriser certaines démarches, mais la machine est là, elle fonctionne, elle prouve qu'elle guérit. Guérissons. Ce sera les meilleures preuves. Inutile de vous dire qu'il rêve, ça marche pas du tout comme ça. Moi-même, et bien entendu, encore plus, M. Courrier, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, nous avons essayé de contacter un certain nombre d'organismes qui sont, je pense, faits pour ça. Un certain nombre de personnalités également. Organismes, eh bien, ça a été l'INSERM, ça a été le CNRS, ça a été la DGRST. J'ai réussi un jour à avoir un rendez-vous chez le ministre de la Recherche du moment, qui était M. Palevski. Je me souviens, nous sommes arrivés un jour avec Prieur, à un magnifique bureau donnant sur la Concorde. Là, j'ai exposé pendant une dizaine de minutes ce que nous avions fait du point de vue expérimental. Monsieur Palevski m'a écouté. Je voyais que d'une part ça le gênait, puis ensuite ça le dépassait un peu, disons-le franchement. Alors au bout de 10 minutes, je me suis levé, Prieur également. Le ministre, bien entendu, nous a félicités. Il nous a dit que, bien sûr, c'est très intéressant et qu'il allait essayer de faire ce qu'il pouvait. Bien entendu, rien n'est sorti de toutes ces consultations. Et je dois dire que, dans le fond, il faudrait que le délit d'inaction soit un délit que l'on considère, même d'un point de vue politique. Or, il faut bien dire que c'est rarement le cas. Prieuré, lui, se dit, bon, tous ces savants, ils font ce qu'ils voudront, moi, je soigne. Et il soigne. Par la rumeur, des gens viennent le voir, et il soigne des gens, et il les guérit. Et pour lui, finalement, c'est le principal. Le reste, ça fera ce que ça voudra. Alors, naturellement, il voudrait, en outre, que l'on construise des machines Prieuré. Il voit déjà un retentissement mondial. Il faut dire d'ailleurs qu'en effet, beaucoup de gens de l'étranger vont s'intéresser à cette machine Prieuré. Le journaliste Jean-Michel Graille du journal Sud-Ouest va faire de grands articles là-dessus. Des journaux britanniques également. Il va y avoir bientôt une notoriété de cette machine Prieuré. Nous, thérapeutes, tout au moins ceux d'entre nous qui s'intéressent à la thérapeutique des maladies, qu'est-ce que nous faisons en général? Nous essayons, depuis Pasteur, de découvrir par exemple dans les maladies transmissibles l'agent pathogène, le microbe responsable de la maladie. Ensuite, nous utilisons des médicaments qui ont pour but de détruire le microbe, le parasite, le virus. Au contraire, grâce à Prieur, nous nous rendons compte que l'organisme humain ou animal est capable par lui-même de lutter contre ces maladies, mais à une condition, et c'est grâce à Prieur que nous l'avons constaté, que l'organisme soit placé dans un environnement physique, ici un environnement électromagnétique et magnétique, qui permet à l'organisme d'utiliser tous ses moyens, et même, grâce à ces rayonnements, ces moyens de défense de l'organisme sont amplifiés et accélérés. Je continue d'espérer que
certains scientifiques continuent à travailler sur le problème, ils vont peut-être un jour ou l'autre sortir quelque chose qui va obligatoirement être reçu, mais on n'a aucune garantie de ça. Et je dirais en plus qu'il y a un obstacle supplémentaire. C'est qu'à partir du moment où une invention de ce genre, qui a fonctionné pendant des années, semi-clandestinement, mais n'a pas été officiellement reconnue, personne ne peut plus y croire. Il y a cette grande naïveté qui est dans l'opinion publique, qui est de dire la fameuse formule « si c'était vrai, ça se saurait », qui est vraiment le comble de la candeur, parce que une vérité dérange toujours quelqu'un, et dérange parfois beaucoup de monde. Et il n'y a absolument aucune garantie qu'une vérité soit connue simplement parce qu'elle est une vérité. Il y a même au contraire de fortes raisons pour que tout soit fait pour qu'elle n'apparaisse pas. Donc dire si c'était vrai, ça se saurait, c'est complètement idiot. Peut-être qu'il faudrait dire au contraire, c'est parce que c'est vrai que ça ne se sait pas. Et on pourrait reprendre ça sur beaucoup d'inventions, notamment tous les problèmes de l'énergie libre, des moteurs à eau ou à hydrogène, etc., où on sait qu'on a trouvé des choses formidables et qui sont rigoureusement étouffées.